Nous nous présentons à vous comme étant une association de recherche et d'investigation dans le domaine de la généalogie, spécialisée dans l'histoire ancienne de Paris et de la France au XIXe siècle. Dans la biographie de Allan Kardec, que nous avons étudiée depuis 2017, nous nous sommes aperçus que ce que l'on pouvait trouver dans différentes archives en Suisse dans le canton de Vaud, mais surtout en France dans la région de l'Ain, du Rhône et de la capitale de la France, en l'occurrence la ville de Paris, soit les 4 endroits principaux où vécurent cette famille Rivail et Duhamel, ne correspondaient pas aux écrits des écrivains spirites tels Maurice de La Châtre, né en 1814 et décédé en 1900, Henri Sauce, né en 1851 et décédé en 1928, dont ces écrits biographiques ont été préfacés soit par Léon Denis, né en 1846 et décédé en 1927, ou bien par François-Marie Gabriel Delanne, né en 1857 et décédé en 1926, qui furent pourtant des contemporains de Allan Kardec, mais également plus proches de nous, des hagiographes comme André Moreil ou Jean Prieur, etc. Des biographies édifiées principalement à partir d'informations verbales et surtout extravagantes de notre point de vue, émanant de l'escroc de l'affaire Buguet et les photos spirites truquées en 1874 et 1875, en l'occurrence Pierre Gaëtan Lesmarie, le digne successeur du codificateur du spiritisme après 1869. À moins que les spirites aient eu ces informations à partir de séances de table tournante, ou émanant de divers somnambules ou médiums, ce qui ne serait pas impossible non plus. En collectant les principales informations et surtout en faisant un rapide récapitulatif de ce que nous ont avancé ces grands écrivains spirites que nous venons de vous citer, nous aurions le portrait de Denisard Hippolyte Léon Rivail dit Allan Kardec, qui pourrait ressembler à ceci. Extrait. Allan Kardec aurait eu un ancêtre lointain qui s'appelait Aymar Rivail, né à Saint-Marcellin dans l'Isère, proche du roi François Ier, d'Anne de Bretagne, et qui était très lié au chevalier Bayard. Son grand-père paternel Antoine Rivail fut seigneur de la Leurchère. Son père Jean-Baptiste Rivail et sa mère Jeanne-Louise Duhamel étaient domiciliés à Château du Loir dans le département de la Sarthe. Le petit Rivail fut baptisé le 15 juin 1805 à Saint-Denis-en-Bresse, en l'église de Saint-Denis de la Croix-Rousse, qui ne faisait pas partie de Lyon. Son père Jean-Baptiste Antoine Rivail a disparu mystérieusement en Espagne en 1807, pendant les conflits napoléoniens avec le Portugal, sans laisser de traces et sans nouvelles de lui depuis tout ce temps. Pour les médiums spirites, vraisemblablement décédés sur un champ de bataille ou en service commandé, un héros en somme dans la tête du petit Rivail. Denisard Hippolyte Léon Rivail fit ses premières études à Lyon. Il fut élève à Yverdon-les-Bains, en droit de Suisse dans lequel il remplaça maître Johann Heinrich Pestalozzi à la direction de son école lorsque celui-ci était absent. Il était bachelier en lettres et en sciences. Il fit des études de médecine et avait présenté sa thèse avec brio. À 20 ans, il fut exempté du service militaire. Son institut rue de Sèvres ferma ses portes en 1834 pour faillite, à cause de dettes de jeu de son oncle François Duhamel qui était son bailleur de fonds. Il tint plusieurs comptabilités pour gagner péniblement sa vie et avoir une modeste aisance. En 1844, il collabora avec David Eugène Lévy Alvarez pour la création d'un institut. En 1849, Denisard Hippolyte Léon Rivail fut professeur au lycée polymathique dans lequel il faisait des cours de physiologie, d'astronomie, de chimie et de physique. Il publia des ouvrages adoptés par l'Université de France, visiblement jusqu'à la création de son mouvement en 1858, puisque tous ces écrivains spirites n'avancent rien d'autre que cela en matière de curriculum vitae. Nous n'inventons malheureusement rien concernant ce préambule, et vous pouvez d'ailleurs facilement vérifier ces écrits en tapant simplement le nom de ces auteurs sur le moteur de recherche Google, ou en vous rendant sur les sites de scientologie spirit de toutes sortes. Il est bien entendu qu'il en va de notre notoriété de généalogiste chroniqueur de France. Au-delà de toutes ces brochures biographiques de Allan Kardec, qui sont encore largement en vente de nos jours au regard et à la compréhension des adeptes de ce précepte ou bien même des curieux visiteurs encore non initiés, que ce soit sur le web ou bien même au sein d'associations spirites, complètement faussées du point de vue carrière professionnelle de cet homme ayant vécu au XIXe siècle,
Il existe cependant quelques rares associations spirites qui arrivent à nous conter quelque chose d'un peu plus juste, cependant dans des évidences tout à fait personnelles. Mais elles sont comme nous, noyées au beau milieu de tout cet océan d'informations falsifiées, qui trompent le lecteur de passage en recherche de la vérité absolue, nous venant des responsables scientologues ayant pour seul but de le conduire sur une route illusoire et ainsi l'éloigner de la réalité. En ce début de 3e millénaire, il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles et d'approcher au plus près de la vérité de ce qu'il s'est passé réellement dans la vie de ce personnage, avant la création de son mouvement qui se nomme encore aujourd'hui, le spiritisme. Dans nos différentes recherches et investigations dans des archives de toutes sortes et homologuées par l'histoire de France, voici le cursus et la carrière de ce personnage. Dans le premier volet de cette biographie, nous avions évoqué la vie d'Allan Kardec depuis sa naissance à Lyon en 1804, jusque dans les années 1820, alors qu'en compagnie de sa mère Jeanne Duhamel il se trouvait à Yverdon-les-Bains en Suisse depuis 1815, à l'abri des troubles dits napoléoniens. Dans le second chapitre, nous vous avions parlé du retour en France de cette famille, vers 1820, où Denisard Hippolyte Léon reconnut Rivaille, en compagnie cette fois-ci de son oncle François Duhamel, s'implantèrent à Paris pour essayer de développer les principes de l'enseignement de Johann Heinrich Pestalozzi, jusqu'au moment où la famille Rivaille et Duhamel au complet, se sont retrouvés au 33 et 35 rue de Sèvres à Paris, dans l'actuel 6e arrondissement, quartier Notre-Dame-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés, en l'occurrence en toute fin de l'année 1830 précisément. Dans le 3e chapitre, nous vous avions narré la vie de cette famille Rivaille et Duhamel dans l'Institut de Sèvres à Paris, à partir de 1831, Allan Kardec étant toujours sous les drapeaux à ce moment-là, de sa rencontre avec Amélie Gabrielle Boudet sa future femme, mais également de la disparition de Jeanne Duhamel sa mère, en 1832, et de son père reconnu Jean-Baptiste Antoine Rivaille en 1834 dans la ville de Périgueux, sans oublier de vous avoir parlé des nombreuses difficultés que ce personnage rencontra dans son petit établissement scolaire, très peu fréquenté, et de ses nombreuses adhésions pour le coup, très éphémères il faut le dire, dans des sociétés savantes, pour essayer de se frayer un chemin dans cette France du 19e siècle, jusqu'en l'année 1838. Dans le 4e chapitre, nous vous avons révélé un premier secret dans la vie de ce soi-disant grand professeur et fin pédagogue que fut cet Allan Kardec, qui n'était en fait pas très doué dans le domaine de l'enseignement, puisqu'il dut remettre les clés de son institut de Sèvres à ce grand professeur que fut Hubert Amédée Pitolet. Monsieur Rivaille se tourna alors vers les métiers de la banque, du négoce, des assurances, et il fut liquidateur de plusieurs entreprises comme les assurances Palladium ou le journal La Patrie, mais il était toujours accro aux jeux d'argent dans les casinos qu'il fréquentait assidûment avec son oncle François Duhamel, et il faut vous dire que ses activités professionnelles ne pouvaient pas tenir très longtemps dans le temps, car parallèlement à ceci, il voyageait toujours autant à travers les régions françaises, pendant que son épouse Amélie Gabrielle Boudet tenait une pension de demoiselles à Paris, et attendait le retour de son mari désespérément. Et enfin, dans le 5e chapitre, nous vous avons révélé le second mystère de cet Allan Kardec entre 1845 et 1857 environ, en vous informant que cet homme très éloigné du monde de l'enseignement dans toute cette période tant vantée par les pseudo-scientifiques même encore de nos jours, alors que les documents que l'on retrouve dans les archives nationales de France nous prouvent tout à fait le contraire de ce que peuvent dire les spirites dans des discours lamentables il faut bien le dire, car en effet, de notre côté nous avons découvert beaucoup de documents homologués sur Rivaille, bien installés dans le monde des spectacles et des théâtres en tout genre, mais aussi en étroite collaboration dans les agences de boulevard pour les auteurs et les acteurs, existe sa soi-disant invention de siphons mobiles et de tuyaux en verre pour les égouts, pas du tout prise au sérieux par les ingénieurs de la ville de Paris, sans vouloir nous moquer plus en avant sur le sujet, sans oublier qu'il fut également directeur d'un bazar de contre-marques, mais également employé dans un pieux journal catholique en l'occurrence l'Univers de Monsieur Veuillot, et parallèlement chez un éditeur d'ouvrages de livres de dévotion religieuse dans la rue des Saints-Pères et dans la rue de Tournon à Paris dans les établissements Pélago,
totalement incognito, nous dit-on sur des écrits très crédibles, et on comprend pourquoi, juste avant de sombrer dans le monde inquiétant des divinations, en vous rappelant que par le plus grand des hasards dans nos recherches et investigations, nous sommes tombés sur un document qui nous dit qu'en 1867 exactement, ce charlatan qui était bien ancré depuis 1858 dans le monde des fantômes et des revenants, fut employé comme commissaire de théâtre pour le compte d'une agence située sur le boulevard des Italiens à Paris, un tout dernier emploi semble-t-il pour lui, qu'il n'exerça que quelques mois comme tous les autres d'ailleurs, et on vous laisse le soin de deviner pour quelle raison, votre bon sens et votre raisonnement logique étant bien évidemment tournés vers le côté louche et lugubre d'un tel personnage, bien trop éloigné des recommandations et de la bonne direction à prendre tout au long de notre vie que notre Seigneur nous a laissé un jour en héritage, conformément sur ce qu'il y avait écrit en toutes lettres sur le décalogue qui fut confié à Moïse sur le mont Sinaï. Nous arrivons au terme de la biographie de Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, et nous devons vous avouer que ce ne fut pas toujours facile pour nous de retrouver les informations de cet Allan Kardec, car il a fallu étudier énormément d'archives, jusqu'à celles qui nous paraissaient les plus secondaires, contacter des archivistes, faire des recherches et des investigations de toutes sortes, et reprendre absolument tout le cheminement de sa vie depuis sa naissance en 1804 jusqu'à 1858 environ, le restant de son existence étant réservé aux spirites qui pourraient vous raconter son hagiographie depuis la création du spiritisme jusqu'en 1869, peut-être mieux que nous, sauf que c'est dans un domaine tout à fait exclu pour nous, à savoir dans celui de l'irrationnel et de la pseudoscience, des propos qui s'appuient bien souvent sur le mensonge, bien éloignés du 8e commandement de Dieu, comme vous pouvez vous l'imaginer, et donc, étant donné les fausses informations émanant des écrivains spirites français, dont vous pouvez consulter facilement leurs fakes sur le web, en tapant leur nom sur le moteur de recherche Google, contemporain ou pas d'Allan Kardec, en l'occurrence Maurice Delachâtre, Henri Sauce, André Moreil, Jean Prieur, etc., sans compter le nombre incroyable de nos jours, de nouvelles biographies spirites de ce personnage, qui semblent sortir tout droit de livres de Jules Verne ou de romans d'Alexandre Dumas. Notre enquête concernant cet homme énigmatique ayant vécu un moment de sa vie complètement imprégné dans le monde de l'occulte, le place de ce fait du côté des personnages mystérieux de notre pays de France. Effectivement, nous insistons vraiment pour dire que les scientologues français ont semé de par le monde depuis plus de 150 ans, toute leur biographie d'une rare fausseté rencontrée pour celui qui dresse des curriculum vitae et des filiations complètes, en l'occurrence le généalogiste chroniqueur. Par ailleurs, nous tenons à nous en excuser auprès de vous, car les spirites ne le feront jamais, et sachez que les informations que nous vous avons livrées tout au long des 5 chapitres précédents, les principaux responsables de leurs associations, les connaissent également, mais elles sont dissimulées au fond de leur tiroir bien fermé à clé, ayant chacun d'entre eux un devoir de réserve et un lourd secret que l'on pourrait qualifier de presque professionnel. Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail alias Allan Kardec n'a jamais eu un ancêtre lointain qui s'appelait Aymar Rivail, proche du roi François Ier, de la reine Anne de Bretagne l'épouse du roi Charles VIII, et de Pierre Terrail plus connu sous le nom de Chevalier Bayard Voyon. D'ailleurs vous aurez bien compris que cet Aymar Rivail ou plutôt du Rivail est un homonyme de notre personnage Kardec, mais ce dernier fut tout simplement un homme qui dut souffrir tout au long de sa vie, d'avoir été le seul rescapé d'une fratrie de 4 enfants. En effet, il a grandi avec cette idée que son grand-père maternel Benoît-Marie Duhamel, qui se faisait d'ailleurs appeler par les révolutionnaires l'infâme Duhamel, fut guillotiné en 1794, pour des malhonnêtetés et des exactions que vous pouvez retrouver dans l'histoire de l'Ain sous la Révolution française, et un lien que vous pouvez consulter sur notre commentaire épinglé à ce sujet. Kardec fut élevé sans la présence de son père reconnu Jean-Baptiste Antoine Rivail, qui n'était d'ailleurs pas son père biologique. Un drôle d'individu qui abandonna les siens dans une fuite en avant,
soit en position de déserteur en plein conflit napoléonien, ou une disgrâce familiale pour plusieurs raisons qui nous échappent encore, sans retour possible, pour aller vivre caché et couler une vie meilleure, avec d'autres personnes, dans un village du canton de Dôme, jusqu'à sa mort en 1834, dans la ville de Périgueux en Dordogne. Sans vraiment comprendre aujourd'hui la totalité de ce qui avait motivé Jean-Baptiste Antoine Rivail à cette époque, nous pouvons dire au minimum que les événements de la Révolution française et les guerres interminables de coalition avaient meurtri et anéanti cette famille et plus précisément l'esprit de ce petit garçon rêveur qu'était probablement Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail. C'est vrai que nos informations historiques ne correspondent pas du tout avec ce que vous disent les écrivains biographes spirites, mais elles sont vérifiables et surtout de notre point de vue, elles sont tournées à l'encontre du 8e commandement de Dieu, et c'est un bien triste constat en ce début de conclusion. Nous ne savons toujours pas de façon catégorique si Allan Kardec fit ses premières études à Lyon, à Bourg-en-Bresse-de-l'Ain, à Marboz ou à Saint-Denis-les-Bourgs, les spirites d'hier et d'aujourd'hui n'étant pas d'accord entre eux, c'est dire. Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail, même s'il fut élève à Yverdon-les-Bains, il ne le fut en fait que pendant les années scolaires 1816 et 1817 et qu'après, selon ce que nous avait dit l'archiviste du château d'Yverdon, Kardec a disparu des registres les années suivantes, et donc contrairement aux écrits biographiques spirites, il ne remplaça jamais maître Pestalozzi à la direction de son établissement en Suisse lorsque celui-ci était absent, étant donné que le petit Rivail quitta cet établissement alors qu'il était âgé de 13 ans seulement, toujours selon les informations que l'on retrouve dans les archives du château d'Yverdon-les-Bains. Ces soi-disant diplômes de bachelier en lettres et en sciences, comme diraient avec fierté les scientologues dans leurs rêves les plus fous, sont toujours en mode recherche aux archives de l'Institut de l'éducation française ou à l'Institut national de recherche pédagogique, et il n'a jamais fait d'études de médecine, encore une fois par comparaison avec les informations des pseudo-scientifiques. Décidément que de fake et de manque de sérieux venant d'eux. Nous mettons d'ailleurs sur notre commentaire épinglé les liens web des archives de l'éducation nationale ou de l'ordre des médecins, qui vous permettront de constater tout comme nous l'avons fait, les informations que nous vous donnons sur ces deux derniers sujets. Par contre, il s'intéressa de très bonne heure au magnétisme animal et aux expériences de Mesmer sur le magnétisme en général. Il se passionna pour les questions de suggestion et de somnambulisme. Nous savons donc de sources sûres qu'il fréquentait le monde de l'étrange bien avant de découvrir les tables tournantes et le monde des médiums, puisque selon les scientologues spirites, sur un écrit datant de 1834, qui se trouve sur un article d'une revue spirit, il parlait déjà de la situation de l'enfant avant sa naissance. Il consultait également à Paris le monde des somnambules, cette discipline étant le maillon qui reliait en quelque sorte le magnétisme et la communication avec soi-disant l'au-delà. Il connaissait d'ailleurs dans ce domaine un certain Henri Delage, qui était le petit-fils en personne, de Jean-Antoine Chaptal, fondateur et président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale dont Allan Kardec fut membre éphémère en 1825, nous vous le rappelons encore ici. Il fut au minimum très sympathisant de la franc-maçonnerie si ce n'est pas plus, étant donné les personnages qu'il fréquenta tout au long de son existence. Il ne fut jamais exempté de son service national puisque nous l'avons retrouvé dans les archives militaires, ayant servi au 61e régiment d'infanterie de ligne qui était basé à Rouen, comme soldat fusilier, mais également dans la garde nationale de Paris, dans laquelle il fut d'ailleurs nommé caporal en 1831. Quelle idée les spirites ont eu pour colporter de tels fakes sur ce sujet, si ce n'est à cause du temps que durait le service militaire en ce temps-là, qui était de 8 années selon la loi Suchet en vigueur. Nous vous le rappelons ici, et bien loin pour Kardec d'un quelconque métier d'enseignant dans le domaine de l'éducation, dans toute cette période. La perte soudaine de sa mère Jeanne-Louise Duhamel en pleine épidémie de choléra qui déferla sur la France en 1832, alors qu'il venait tout juste d'épouser Amélie Gabrielle Boudet à l'âge de 28 ans, et tout juste libéré de ses obligations militaires, fut très certainement pour lui un lourd handicap dans sa vie professionnelle car de son vivant, nul doute que sa maman devait être une femme de caractère et surtout de bons conseils,
notamment concernant les choix et les orientations dans différents domaines pour son fils, et les investissements judicieux par rapport à cette époque si difficile et tellement misérable dans son ensemble, même si pour Rivaille, il restait encore son oncle François Duhamel, qui fut toujours présent à ses côtés. Mais était-ce bien bénéfique pour lui, la compagnie et l'assistance de ce parent à ses côtés dans sa vie? Contrairement avec ce que nous disent les spirites dans leurs écrits, son institut privé rue de Sèvres ne ferma jamais ses portes en 1834, et surtout pas à cause d'une soi-disant faillite due aux dettes de jeu de son oncle François Duhamel, dont les scientologues continuent de nos jours à désigner comme étant le responsable des faits. En effet, Rivaille aimait trop les grands voyages, jamais avec son épouse, toujours avec son oncle, et c'est Allan Kardec qui préparait lui-même les martingales de jeu lorsqu'ils séjournaient tous les deux dans les villes de villégiature possédant des casinos, que nous vous avons cités dans les chapitres précédents, des établissements qu'il fréquentait assidûment en compagnie de son proche parent, en témoigne ce que l'on peut lire sur ses correspondances personnelles, que l'on retrouve à partir du moteur de recherche Google, et dont vous pouvez consulter ses courriers personnels sur le site Spirit Progetto Kardec. Nous laissons d'ailleurs à cet effet, le lien web sur notre commentaire épinglé, afin de vérifier vous-même nos dires. Il ne fut jamais classé dans notre pays de France, comme ayant été un grand professeur et grand pédagogue contrairement à ce que pourraient vous dire les pseudo-scientifiques, sinon il serait répertorié comme tel, dans l'historique des annales de l'Institut de l'éducation française ou de l'Institut national de recherche pédagogique, et serait titulaire de la Légion d'honneur comme le fut le grand Lévi Alvarez. Ce fut simplement un petit instituteur bourgeois de base, en vérité pas très courageux dans le travail comme on peut le voir sur un tableau de service, produit sur un livre qui s'intitule Les Mémoires de l'Académie de Nîmes, que l'on retrouve en ligne. On peut aisément vérifier que Kardec ne donnait que quelques cours par semaine et très basiques, comme on a pu le constater sur les extraits de lettres de 2 enfants tessiers du Creuse originaires de Val-Rogue dans les Cévennes que nous avons parcourus. Vous pouvez consulter le lien web que nous mettons en avant sur notre commentaire épinglé et relatif à cette information. Rivaille avait surtout une certaine fortune qui l'accompagnait, pour se frayer un chemin dans ce 19e siècle si pauvre, et nous insistons encore ici auprès de vous, pour vous confirmer qu'il n'avait aucun quelconque diplôme en poche dans le domaine de l'enseignement. Sinon il y a bien longtemps que les spirites auraient mis cela en valeur sur leurs différents supports ou portails pseudo-scientifiques de toutes sortes. Vous devez absolument lire également ces lettres de correspondance personnelle que vous pouvez parcourir sur le site Progetto Kardec, écrites et signées de sa main comme vous le constaterez, dans une écriture très approximative et très rudimentaire il faut le reconnaître, dans des constructions de phrases que nous avons eu vraiment du mal à déchiffrer, à comprendre aussi à certains endroits, mais également où il voulait en venir en somme dans certaines de ses explications pour le moins extravagantes, pour un soi-disant homme de lettres et grand réformateur de l'enseignement selon les scientologues. Nous sommes franchement désolés, mais les spirites repasseront comme on dit en matière de langue française, sans vouloir trop nous moquer une fois de plus. Exit bien sûr ces soi-disant discours, qui ne sont vraiment pas de son écriture et de la même intelligence de constitution en rapport à ses courriers par comparaison, et qui ne sont d'ailleurs pas signés ses dires. Certes il fut chef d'institut et directeur de lycée polymathique en s'installant dans différents endroits de Paris, avec la fortune de ses ancêtres, mais il était surtout un petit producteur, éditeur et même rééditeur de petits manuels scolaires très primaires, copiés presque à l'identique sur les modèles de Pestalozzi, qui contrairement à ce que nous disent les scientologues spirites à ce sujet, n'étaient absolument pas produits dans la France entière et certainement pas pour soi-disant les hautes études pédagogiques, mais surtout il n'éditait des livres scolaires que pour ses propres élèves et rien de plus, surtout dans son institution de Sèvres qui était privée et très peu fréquentée, qui n'avait pas pignon sur rue si l'on peut dire. De plus, nous ne sommes pas sûrs que c'est lui-même qui avait écrit ces ouvrages scolaires, c'est pour vous dire. Ce qui est sûr, c'est que son nom apparaît effectivement sur ces livres éducatifs, mais personne ne peut dire de nos jours de façon affirmative si c'est lui qui les a rédigés, surtout que les dates d'impression de ces manuels correspondent à la période dans laquelle il était au service de la nation.
De plus, conformément avec ce que l'on retrouve dans les archives des Jésuites de France qui louèrent à cette famille le bâtiment de la rue de Sèvres, vous devez savoir d'après certains écrits de personnes très crédibles, que Rivail était incapable de tenir cette école, car dans son institut, il y régnait un inexprimable désordre, et que dire de l'insalubrité. En plus, Rivail oubliait également de payer sa location, et il a dû rendre les clés de son institut à son successeur M. Hubert Amédée Pitolet, qui lui était un grand professeur reconnu et bien plus sérieux que Kardec dans le domaine de l'éducation. Il n'y a qu'à consulter son curriculum vitae sur Généanet, un site de généalogie, pour s'en rendre compte. Concernant toutes les sociétés savantes dans lesquelles Allan Kardec fut installé, vous devez comprendre que tous les documents que les spirites pourraient vous présenter à ce sujet sur leur site, ce ne sont en définitive que des certificats d'adhésion tout à fait banals. De nos jours, cela se nomme carte d'adhésion ou carte de membre adhérent, et que n'importe quel quidam bourgeois pouvait obtenir très facilement dans notre pays de France au XIXe siècle, afin d'être admissible dans ces différentes assemblées, à la seule condition d'apporter des contributions ou des gratifications, contrairement à ce que l'on peut voir sur certaines biographies de ce personnage, notamment au Brésil où les écrivains biographes spirites dans ce pays, nomment ces documents diplômes dans le sens pur du terme, ce qui laisserait penser dans l'esprit des lecteurs de passage de ce territoire outre-Atlantique, que Allan Kardec avait des compétences particulières et reconnues sous forme, soit d'une titularisation suite à obtention d'un brevet ou d'une licence après études, dans des domaines comme l'histoire, les langues, les sciences, la phrénologie, voire l'industrie, l'agriculture, etc. Alors qu'il ne fut que membre souscripteur ou opérant et rien de plus, en l'occurrence rien de très exceptionnel qui mériterait une si intense admiration envers cet homme, allons donc. C'est terrible, car figurez-vous que les spirites pensent encore de nos jours que M. Rivail était lui-même un personnage érudit ou scientiste, alors qu'à cette époque n'être que membre cotisant et souscripteur dans ces sociétés au XIXe siècle ne voulait rien dire du tout en matière d'une quelconque capacité ou valeur morale, c'était tout simplement du pain béni pour les fondateurs de ces communautés, qui acceptaient d'ailleurs toutes sortes de personnes, à la seule condition que les nouveaux venus apportent avec eux une bourse bien garnie et investir de façon régulière, ce qui faisait vivre avant toute chose ces confréries dont la plupart étaient francs-maçonnes. Nous vous le rappelons, dans cette France où la misère et la pauvreté concernaient la majeure partie de la population française, ce qui n'était pas le cas pour Rivail bien évidemment. En quelque sorte, il n'y avait que l'argent qui était la bienvenue et non systématiquement la sagesse de celui qui la possédait. Le lecteur de passage ayant les deux pieds bien sur terre l'aura bien compris comme cela, exit les personnes en état de mysticisme et de béatitude. En plus, nous devons vous dire que Kardec ne restait pas plus d'1 ou 2 années dans une société savante, juste le temps d'obtenir quelque chose et ensuite il disparaissait pour aller dans une autre société savante, et ainsi de suite. La preuve puisque dans les archives des sociétés savantes, Rivail est un parfait inconnu dans toutes celles dans lesquelles il a adhéré un jour, sans exception. Vous pouvez consulter le lien des archives des sociétés savantes que nous laissons à votre connaissance sur notre commentaire épinglé, et vous laissons constater par vous-même nos dires. Kardec ne gagna jamais péniblement sa vie et n'eut en aucun cas une modeste aisance, puisqu'il fut un homme d'affaires sans que nous exagérions ce mot, en témoignent les différents postes de directeur, d'administrateur, de contrôleur ou de régisseur qu'il occupa tout au long de son existence, à contrario de ce que peuvent nous dire les spirites qui enchaînent les maladresses biographiques de ce personnage, jusqu'au moindre détail. Il fréquenta les loges maçonniques dans lesquelles il n'ignorait certainement pas que dans certaines formations maçonniques, l'évocation des morts était une pratique courante. Elle faisait partie de la vie quotidienne de la loge élue et chérie, et il entendit certainement les récits des vieux initiés, il ne faut pas l'oublier non plus. La vérité sur cette information qu'il n'était pas le fils biologique de son père Jean-Baptiste Antoine Rivail, une nouvelle qu'il avait appris lors de l'ouverture des scellés concernant l'héritage de sa tante Reine Rivail, épouse Mateveau à Lyon, qu'il revendiqua en partie en août 1841, dut lui porter un énorme préjudice et coup au moral en plus du reste, car c'était un lourd secret de famille que sa mère Jeanne-Louise Duhamel avait dû lui cacher toute sa vie en l'emportant avec elle silencieusement dans sa tombe.
Sa collaboration avec David Eugène Lévy Alvarez en 1844 pour la création d'un institut, reste toujours en mode recherche à ce jour, puisque nous n'avons encore rien trouvé de probant à ce sujet. Il semblerait que les spirites aient plus de chance que nous en matière de recherche généalogique, puisqu'ils nous disent que ce personnage était également professeur de mathématiques entre autres vers 1849, alors que nous retrouvons sur cet homme d'autres renseignements bien plus historiques et donc sérieux, qui ne sortent pas d'un chapeau mais des archives nationales de France, qui n'ont strictement rien à voir avec l'enseignement, enfin voyons. Mais nous validons bien sûr les éditions et rééditions de manuels avec ce grand professeur, puisque c'est Allan Kardec qui possédait les fonds nécessaires auprès des éditeurs libraires. Concernant l'histoire de la petite Louise qui apparaît sur certaines vidéos biographiques de ce personnage Allan Kardec, dont nous reconnaissons que cette petite enfant a effectivement existé dans la vie de ce couple Rivail-Boudet, puisque sur certaines lettres signées de Kardec, notamment entre 1841 et 1845, elle est citée clairement comme vous pourriez vous-même vérifier ceci sur le site Progetto Kardec, mais il faut vous dire que certains conférenciers scientologues qui tentent d'expliquer de nos jours sur le web, la vie de ce personnage devant un auditoire en total état de béatitude, déforment complètement la réalité de ce qu'il y a décrit sur les différents courriers sur lesquels la famille Rivail ou celle de Boudet nous parle de cette pauvre enfant. Car on vient nous dire que cette petite fille avait été adoptée et éduquée par cette famille pour on ne sait quelle raison ou dans quel but au juste, alors que la réalité de ce que l'on peut lire et comprendre sur ces missives dépasse l'entendement. En effet, cette fillette n'était absolument pas orpheline, puisqu'elle avait des parents qui habitaient Thoiré-sur-Dinant à quelques kilomètres de Château-du-Loir, où se trouvait la résidence des parents d'Amélie Gabrielle Boudet. Cette petite Louise était très malade, elle séjournait depuis un certain temps à l'hospice de Château-du-Loir et la vérité dans tout cela, c'est que le couple Rivail et Boudet avait réussi à convaincre des parents désespérés par l'état de santé de leur enfant, qui avaient même accepté de la confier à Kardec afin de l'emmener se faire soigner à Paris par un médecin spécialiste de sa maladie, pensait-il en toute confiance, et au lieu de cela, c'est à une somnambule du nom de Mariette que la petite fille fut confiée et c'est bien évidemment cela qui l'avait dirigée vers une mort certaine, le couple Rivail-Boudet se trouvant déjà à ce moment-là de leur vie, en plein rêve éveillé, dans le monde fantastique mais surtout dans le délire de l'irrationnel et des divinations de toutes sortes, une évidente compréhension de lecture et de clarté pour nous, dans tous ces décryptages de courriers que nous avons décortiqués avec bien du mal, et nos conclusions finales aussi désolantes qu'atterrantes sur ce sujet, mais également sur d'autres. Vous pouvez revisionner le 4e chapitre de cette biographie, car les tenants et les aboutissants de ce triste événement vous sont très bien exposés, mais également relire les courriers de toute cette période de la vie de Rivail pour comprendre l'incroyable. D'ailleurs une autre preuve dans l'insensé et dans le comportement illogique de Kardec, que nous plaçons ici dans notre conclusion sans encore vouloir nous moquer plus en avant, étant son invention rocambolesque du siphon mobile et de ses tuyaux de verre, une fumisterie qui avait dû bien faire rire en son temps les ingénieurs et les têtes pensantes de notre pays de France, dans le domaine des canalisations et des égouts de notre capitale de Paris. Encore aurait-il fallu à ce moment-là que Kardec ait les pieds bien sur terre et fasse preuve de discernement concernant sa création, en considérant qu'avant de s'y atteler sérieusement, il fallait étudier en tout premier la solidité et l'état des sous-sols parisiens, pour savoir si cela était possible et réalisable, et ne pas rester sur cette fantaisiste idée de matière surtout en verre. Quelle idée tout de même! Aussi fragile et pour le coup tellement abracadabrante, comment ce personnage a-t-il pensé à une chose aussi inconcevable que cela? Enfin voyons. Il faut surtout se rappeler globalement qu'entre 1839 et 1858, il fut négociant banquier de plusieurs établissements d'échange dans différents endroits de Paris, directeur du journal dit des échanges, secrétaire d'une assurance contre la grêle en l'occurrence l'Éclair, liquidateur de 3 sociétés, l'assurance Palladium, le journal La Patrie, mais également un peu plus tard et relatif au théâtre des délassements comiques, en apportant des garanties personnelles de sécurité, par des promesses de provision de fonds éventuellement en cas de nécessité. Nous sommes bien conscients qu'il côtoya toute sa vie des personnages qui le fit rêver d'unifier toutes les croyances, mais il ne faut surtout pas oublier une certaine époque dans le monde des représentations et des féeries,
précisément entre 1845 et 1854, presque une décennie dans laquelle il s'était essayé en tout premier comme auteur de pièces de théâtre, et un peu plus tard dans les théâtres et les spectacles en tout genre, dans lesquels il était employé, comme celui de M. Émile Tény, l'élève préféré de l'illusionniste et ventriloque Louis Comte, et le très mondain théâtre des délassements comiques sur le boulevard du Temple, et surtout celui de M. Henri Lacaze dans le monde de la prestidigitation et de la magie au Carré Marigny, près des Champs-Élysées, ensuite entre 1855 et 1858 avec M. Charles-Edmond Bernard Réju de Backer, dans l'agence d'artistes située rue des Jeuneurs, M. Louis Veuillot et son journal catholique L'Univers rue des Saints-Pères, M. Jean-Benoît Pélago, l'éditeur-libraire de livres de dévotion catholique et liturgique en tout genre, également rue des Saints-Pères mais également rue de Tournon, sans oublier qu'il fut directeur d'une enseigne, le Bazar des Bons Marchés au capital de 2 millions. À noter que 1 franc vers les années 1850 équivalait à 3,27 € de nos jours, pour vous faire une petite idée. Et nous ne vous parlons même pas de son époque spirit entre 1858 et 1869 qui ne nous a pas vraiment intéressés, mais dans laquelle nous l'avons retrouvé tout à fait par hasard dans le cours normal de nos recherches et investigations, commissaire de théâtre entre le mois de mars et le mois de novembre 1867, pour une société à responsabilité limitée dite l'Agence des Théâtres, située 24 boulevard des Italiens à Paris, c'est dire qu'il était encore toujours dans ce genre de profession à cette époque. Nous laissons bien évidemment sur notre commentaire épinglé tous les liens web qui vous conduiront vers la lumière concernant ce personnage, dans toute cette époque. Nous insistons auprès de vous autour de toute cette période, et vous devez comprendre que lorsqu'il découvrit les tables tournantes dans les salons mondains vers 1854, il était déjà totalement préparé et convaincu de ce qu'il voulait créer par la suite, puisqu'avant cela, il fut régisseur de spectacles d'illusion dans le théâtre Marigny du physicien prestidigitateur Henri Lacaze près des Champs-Élysées, dans lequel il était au courant de tous les secrets des magiciens, car c'est lui qui préparait toutes les attractions. Il connaissait tous les dispositifs de mise en scène destinés à faire illusion et bien des trucs utilisés par les médiums et les animateurs de soirées spirites devaient lui être connus. Il savait donc s'en servir. Il ne faut pas oublier qu'il avait aussi exercé au service de M. Émile Tény, un élève du grand illusionniste et ventriloque de l'époque, M. Louis Comte au théâtre des délassements comiques. De plus, il avait travaillé pour M. Louis Veuillot au journal L'Univers, un polémiste catholique très engagé et très proche du pape Pie IX, mais aussi chez l'éditeur-libraire d'ouvrages bibliques en tout genre, Jean-Benoît Pélago, 2 entreprises dans lesquelles Allan Kardec était en plein dans l'église romaine, au cœur de la place, dans lesquelles il s'instruisait, observait, surprenait les secrets, apprenait les façons de gouverner à son gré la crédulité humaine, et l'art de placer les indulgences. L'école était vraiment très bonne, il profita des leçons à n'en pas douter. Ces 4 derniers personnages qui employèrent Allan Kardec dans des postes à responsabilité, avant que cet homme disparaisse soudainement comme par hasard dans le spiritisme, et qui aurait pu éventuellement lui donner des idées sur la suite de sa carrière professionnelle, dans le monde des médiums ou des somnambules, qui sait. Sans oublier une chose qui nous paraît importante, étant que Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivaille outre ses amis, avait aussi des ennemis, non seulement ceux qui attaquaient sa doctrine, les moins redoutables en somme, mais ses proches, ses anciens voisins du clan Spirit, jaloux de son succès et surtout de ses revenus, considérables pour l'époque. Cela aussi vous devez en être conscient. Par rapport à tous ces écrits que nous retrouvons à l'époque dans laquelle Kardec a vécu, mais également sur des diverses archives aux alentours de sa disparition, il y a véritablement des vérités qui sont dites et qui doivent être retenues définitivement pour l'histoire, et il ne faut pas avoir peur de se méfier de ce qui est retranscrit de nos jours notamment par les spirites, qui déforment et remodèlent les faits comme cela les arrange en fonction de l'air du temps et des pensées du moment, qui ne correspondent plus vraiment à ce qu'avait vécu réellement ce personnage en son temps. Il vous suffit de faire l'effort de consulter vous-même ce qui est écrit dans les archives d'histoire que vous pouvez solliciter très facilement de nos jours, en salle de lecture ou bien même en ligne à la Bibliothèque nationale de France par exemple, et même ailleurs, pour comparer avec ce que vous disent les scientologues, à leur manière et dans des interprétations très personnelles,
toujours dans un esprit d'évidence très caractéristique de leur mouvement. N'ayez pas d'appréhension non plus en assistant ne serait-ce qu'une fois à une conférence sur le spiritisme pour comprendre le mode opératoire de ce précepte, comme nous avons pu nous-mêmes le constater un jour en total anonymat. Maintenant, et un peu en marge de sa biographie et de sa vie normale si l'on peut dire, nous nous permettons ces petites observations concernant sa vie dans le monde de l'occulte, puisque nous avons parcouru brièvement les 11 dernières années de sa vie dans le monde des divinations. Que voulez-vous penser de bon, avec des personnages comme Monsieur Carlotti, les éditeurs Didier et Dantu, l'historien et homme de lettres Saint-René Talandier, l'auteur dramaturge Victorien Sardou, sans oublier Pierre Gaëtan Lesmarie, son digne successeur, qui attendait patiemment son heure. Mais également des noms que les spirites connaissent par cœur et nous en oublions sûrement, Cartier, Fortier, Dodin, Pleine-Maison, Roustan, Jaffet, Cardone, Dufaux, etc. Quant à son nom d'emprunt Allan Kardec toujours soi-disant révélé par cette entité vaporeuse tant qu'à faire, du nom de Zéphyr, venant directement de l'inconscience d'une jeune fille se disant médium, âgée de 14 ans ou 16 ans, vous devez savoir que nous retrouvons comme par le plus grand des hasards, ce nom sur un grimoire du XVIe siècle signé d'Alberti. Denisard Hippolyte Léon reconnu Rivail n'aurait-il pas eu connaissance de cela, quelque part chez l'éditeur libraire Pélago ou au journal L'Univers de Monsieur Louis Veuillot, endroit où il fut employé entre 1855 et 1858 ? Voire pourquoi pas, chez la chiromancienne Madame Moreau dont sa pittoresque librairie de magie noire qui était placée à proximité immédiate de l'entrepôt de Monsieur Pélago rue de Tournon ? On peut se le demander aussi. Entre parenthèses, il est vrai que pour les spirites, avoir communiqué au monde entier que le nom Allan Kardec qui lui fut attribué par cet esprit élevé dans un premier temps, à l'époque des druides, soit il y a 1800 ans environ, fut une énorme étourderie de leur part lorsque l'on songe que les noms et encore moins les prénoms, n'existaient pas en ces temps reculés, tout comme dans un second temps dire à ce même monde d'illuminés, qu'en fait c'était plutôt au XIIe siècle dans lequel il était chef de clan à ce moment-là, sauf que les noms n'existaient toujours pas et encore moins les prénoms, dans les années 1100 voyez-vous. Surtout pas des prénoms comme Allan et des noms comme Kardec, enfin voyons. Tout comme le mot spiritualisme, que soi-disant Allan Kardec changea en spiritisme, en supprimant la syllabe UAL, mais également son premier nom d'emprunt avant de se nommer Allan Kardec qui était en réalité Villarius, dans la toute première édition de son livre Spirit en 1856 qui s'intitulait Les Livres des Esprits et non le Livre des Esprits. Il est vrai que le pseudonyme de Villarius n'avait pas convenu très longtemps à Rivail, tout simplement parce que le mot sonnait trop sorcier de magie noire. Il fallait lui trouver un nom plus fantastique. En attendant, vous vous apercevez qu'en supprimant la terminaison US de Villarius, nous retrouvons le nom de Rivail dans un ordre différent, encore une belle pantalonnade nous venant de ce petit malin instituteur de base. Quant au livre Spirit qu'il écrivit par la suite, comme disait le professeur Dickson de son vrai nom Paul-Alfred de Saint-Genois, qui s'insurgea au XIXe siècle contre les faux médiums et autres faiseurs de miracles qui sévissaient dans le sillage du spiritisme, rien ne venait à l'appui des bizarres théories de M. Rivail, qui restait dans le domaine des suppositions et des utopies. Elles étaient toute la réédition de la doctrine hindoue, et Allan Kardec n'avait pas eu le mérite de l'invention. Il s'était contenté de reproduire ce qu'il avait trouvé dans les publications antérieures, très certainement lorsqu'il travaillait au service de M. Veuillot et M. Pélago. Malgré cela, il affirma que ses écrits lui furent dictés par les esprits de Saint Jean, Saint Augustin, Socrate, Platon, Fénelon, etc. Et comment interpréter également cette fameuse réflexion du président de la première chambre du tribunal de la Seine en 1883, concernant l'héritage du couple Rivail-Boudet revendiqué par les spirites, et qui enfonce le clou. Extrait. Tout ce que Allan Kardec a mis dans ses livres a été extrait de vieilles productions parues bien avant lui. Nous n'aimons pas les gens qui pillent les autres ouvrages pour s'approprier ce qu'ils contiennent, et ce que d'autres ont inventé avant eux. Comment mettre en doute les dires d'un homme de loi et de justice, enfin? N'oublions pas non plus son slogan qui nous paraît bien loin d'une quelconque certitude, naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cesse.
Telle est la loi. Oui, mais franchement, après avoir habité le torse d'un chef de clan breton du XIIe siècle, se retrouver 7 siècles plus tard dans le corps d'un instituteur, d'un banquier, d'un caissier, etc., cela ne paraît pas pour une âme suivre une marche ascendante très prononcée, ne croyez-vous pas? Il faut croire que celle du futur prophète avait eu quelques fautes graves à expier, si l'on peut croire à tout cela. Et que penser de ces documentaires modernes dans lesquels en préambule on vient nous dire aujourd'hui que les tables tournantes ne représentaient rien ou pas grand-chose aux yeux du codificateur du spiritisme, comme par hasard, mais n'est-ce pas principalement à cause des tables tournantes et sautantes justement, que le doute n'était plus permis dans l'esprit d'Allan Kardec concernant la communication avec l'au-delà par ses intermédiaires d'un autre temps, et surtout sa décision définitive à ce moment-là, d'entrer dans ce précepte scientologique après avoir bien sûr validé ses observations qu'il croyait véritables ou plutôt faisait croire, à l'époque des escamoteurs, sans s'être rendu compte que ce qu'il présentait comme révélation des esprits, était surtout le produit de son propre esprit. Mais ne savait-il pas cela non plus par hasard? Relisez donc les œuvres posthumes de Allan Kardec à la Bibliothèque nationale de France, car il l'explique bien lui-même, qu'en mai 1855 chez Madame de Pleinesmaison au numéro 18 de la rue Grange-Batelière à Paris, en compagnie de la somnambule Madame Roger, du magnétiseur Monsieur Fortier, un fonctionnaire public Monsieur Patier et Monsieur Carlotti. Extrait. Ce fut là, pour la première fois, que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans des conditions telles, que le doute n'était pas possible, etc. Au-delà de ce que Kardec maîtrisait en matière de prestidigitation et d'illusion lorsqu'il travaillait pour les théâtres, comment imaginer un seul instant de nos jours, qu'au XIXe siècle, dans notre pays de France, les gens pouvaient tomber aussi facilement dans de tels fils étendus, de ce qui était tout simplement, des tours de magie et de fantasmagorie, enfin voyons. Et surtout, quelle drôle d'idée de penser et surtout de faire croire aux gens à cette époque, que les soi-disant esprits de l'au-delà pouvaient bien se manifester de telle manière, si ce n'est en présence de personnes naïves complètement convaincues d'avance et surtout en état de béatitude ou totalement hypnotisées. Monsieur Rivail a bien trompé son monde à cette époque, tout comme dans ses spectacles d'ailleurs. Si l'on veut rester dans l'art du doute, de ce que l'on nomme de nos jours la zététique, définie avec justesse par Henri Brock, un grand professeur de biophysique très écouté dans notre pays, nous dirions que les spirites qui représentent aujourd'hui 0,1% de la population française, n'arriveront jamais à convaincre les 99,9% de l'autre population de France, qui ne croient pas du tout en ce précepte scientologique, en sachant que Allan Kardec avait tout simplement travaillé pour des magiciens illusionnistes, mais également dans un pieux journal catholique et dans un établissement d'ouvrages religieux de toute confession bien avant la création de sa doctrine, ce qui nous fait apparaître et penser tout naturellement en simple déduction, que les écrits de toutes les observations qu'il avait recensées dans ses notes en séance spirit, c'était tout simplement de la mystification, à partir du moment dans lequel, quelque temps avant de s'intéresser au monde des esprits, il avait acquis toute la connaissance mais aussi toute la culture des secrets de la prestidigitation et des tours de manipulation. Le déplacement et la lévitation des objets comme une table ou un guéridon par exemple, devait faire partie des grandes illusions présentées dans les spectacles de magie vers 1850 à Paris, avec l'apport de l'électromagnétisme, la projection sur fumée, l'utilisation de l'électricité ou des simples trucs de manipulation pure, que l'on nommera plus tard spiritisme de scène, etc. Pour cela, il faut voir tout ce que faisaient dans ce domaine Robert Houdin et les autres magiciens, au milieu du XIXe siècle dans leur tour d'escamotage. Une réflexion tellement présente dans notre intime conviction, si bien que nous ne pouvons malheureusement pas être convaincus du contraire dans notre esprit critique. Allons voyons. En plus, ce qui est plus grave à nos yeux, est de savoir aujourd'hui que les spirites à la base, étaient tous au courant de toutes les activités professionnelles sans exception, de ce petit malin instituteur de seconde classe sans aucun diplôme, et qu'ils ont soigneusement occulté ces principaux renseignements plus tard dans leur biographie d'Allan Kardec, en conservant jalousement ce terrible secret pendant toutes ces longues années. Des informations qui étaient pourtant capitales pour la compréhension de toute la vie de ce personnage depuis sa naissance, jusqu'à sa mort. Mais pour les grandes instances spirites, il fallait cacher la vérité.
Une attitude qui serait qualifiée en matière pénale, d'une parfaite malhonnêteté caractérisée par ce que l'on appelle la préméditation, et donc d'une situation pour eux, qui s'en trouve aggravée par cette circonstance tout simplement. Nous comprenons mieux aujourd'hui le véritable secret de Allan Kardec. Personne n'arrivera plus jamais à changer ce qu'avait écrit cet homme à l'époque. Des drôles de phénomènes, qui de nos jours sont très bien expliqués dans les apanages de la supercherie et de l'escroquerie globalement parlant, enfin voyons. D'ailleurs entre parenthèses, sur des écrits du début du XXe siècle, dans les livres Les secrets des sorciers modernes de l'écrivain Roger Vaizan ou l'histoire secrète de Paris de l'écrivaine Gillette Ziegler, nous pouvons lire que la somnambule oubliée sciemment par les spirites d'aujourd'hui, une certaine Aline Cartier, qui en réalité était la jeune médium qui avait réussi un jour à convaincre Rivaille, en lui faisant croire que son esprit protecteur viendrait le soutenir dans cette tâche ennuyeuse et absorbante, pour mettre en ordre les 52 cahiers de notes qui lui furent confiés en provenance de soi-disant l'au-delà, et de ce fait elle fut considérée comme étant la principale créatrice du spiritisme français, nous dit-on dans ses ouvrages. On y apprend donc qu'elle fut prise de remords et révéla un jour à Allan Kardec les mensongères manifestations des esprits. La manière dont elle et ses complices les reproduisaient. Elle lui fit part de ses appréhensions, du scandale, si jamais tout cela était connu. On y découvre même sur ses écrits que Kardec avait compris les dangers de sa doctrine, mais aussi le mal qu'elle pourrait faire, et que l'émotion fut si forte que ce serait aux alentours de cette période qu'il s'écroula victime d'une rupture d'anévrisme. Vous pouvez lire le lien web que nous produisons à ce sujet sur notre commentaire épinglé, émanant d'un article de journal en date du 4 octobre 1930. À noter que cette fameuse Aline Cartier avait été associée avec la médium cartomancienne Célina Eugénie Becquet, plus connue par les spirites sous le pseudonyme de Célina Jaffet, dont le magnétiseur n'était autre que M. Roustan, pour arriver à convaincre définitivement Allan Kardec de mettre en ordre toutes les transcriptions des soi-disant défunts. Nous connaissons bien évidemment la suite de la vie de Kardec à son domicile, 8 rue des Martyrs dans le monde de l'occulte, en compagnie de mademoiselle Dufaux âgée de 14 ans, dans des séances de dialogue avec soi-disant l'au-delà et l'irrationnel. Tout ceci ne pouvait que le conduire sur le chemin qu'il a choisi en devenant le codificateur du spiritisme. Le lecteur de passage comprendra aisément que cette autre vérité pourrait être tout simplement et en définitive dans une quête pure et dure d'un patrimoine, d'une notoriété, d'une reconnaissance etc., et rien de plus. Que cette famille richissime possédait d'ailleurs depuis des temps immémoriaux et ce n'est pas être détracteur que de dire cela, mais simplement une constatation dans les résultats des recherches et des investigations émanant des généalogistes de France. Qui peut dire si Allan Kardec n'avait pas dans son esprit une revanche à prendre sur tout ce qui fut perdu par ses ancêtres, et il n'est surtout pas interdit de penser que dans ce 19e siècle, dans lequel il évolua en pleine explosion industrielle, toutes sortes de métiers étaient bons et rentables pour lui à exploiter, même celui des morts. Entre parenthèses, une activité très lucrative, que nous constatons également de nos jours. Toutes ces diverses professions, évidemment que les scientologues spirites les connaissaient depuis le départ puisqu'aujourd'hui, ils se targuent de dire qu'ils possèdent des documents et des courriers ayant appartenu à la famille Rivaille, Duhamel et Boudet, que l'on ne trouve nulle part ailleurs que chez eux, même pas dans les archives de notre pays de France. Nous pensons bien entendu aux lettres qui se trouvent sur le site Projeto Kardec et conservées dans le beau pays du Brésil. Maintenant mesdames et messieurs les spirites, d'après nos recherches et investigations historiques, vous ne pourrez pas empêcher les internautes d'avoir leur propre opinion sur le personnage de Denisard Hippolyte reconnu Rivaille, en sachant que depuis toutes ces longues années, vous avez dissimulé volontairement les informations les plus importantes sur la vie de Allan Kardec avant la création de son mouvement. Tous ces événements que vous connaissiez parfaitement fait planer un énorme doute sur les épaules de cet homme, et les véritables motivations qui ont animé sa vie et aujourd'hui, vous ne pourrez malheureusement plus jamais empêcher et certainement plus convaincre qui que ce soit en ce monde, surtout pas les libres penseurs de ce qu'ils croient être vrai, mais également les esprits critiques, qui sont à la recherche de la vérité la plus plausible, en toute liberté d'expression, et nous espérons encore pour longtemps. Vous devez retenir qu'en ce début de 3e millénaire,
quelques responsables spirites reviennent enfin sur ce qui avait été écrit à l'époque, en réalisant aujourd'hui même cet énorme boniment conservé depuis plus de 150 ans dans notre pays de France, concernant les principales activités professionnelles de Rivail, qui sèment littéralement le doute auprès des lecteurs de passage qui sollicitent l'esprit de vérité, et il est peut-être un peu tard pour eux de faire amende honorable, il faut vraiment le dire. Est-ce que les pseudo-scientifiques savent seulement que lorsque l'on détient un mensonge depuis trop longtemps, on finit par y croire au bout du compte? Un lourd secret que les scientologues d'hier pensaient conserver sournoisement et à jamais dans leur tiroir bien fermé à clé, afin que personne au monde ne soupçonne quelque chose de compromettant et surtout l'impensable concernant ce personnage. Les biographies des spirites ne seront jamais homologuées par l'histoire, à partir du moment où leurs informations sur Rivail n'étaient pas à la base d'origines officielles, en l'occurrence émanant directement de documents d'archives reconnus de façon historique. En fait, elles provenaient principalement des proches de celui-ci, notamment de ce fameux Pierre Gaëtan Lesmarie, un marchand d'habits de base dont vous pouvez consulter son curriculum vitae sur l'affaire des photos truquées spirites au tribunal en 1875, hissé au grade suprême d'homme de lettres par les spirites on ne sait pour quelle raison, que vous pouvez également consulter sur sa biographie en ligne sur le site Wikipédia, mais également sur les écrits des écrivains biographes spirites français du XIXe siècle, comme par exemple celle du célèbre Henri Sauce que mesdames et messieurs les spirites connaissent par cœur. Le seul souci c'est que si l'on se penche un peu sur la généalogie de ce personnage, eh bien sachez qu'il exerçait la profession de voyageur de commerce, et dans ces conditions comment faire confiance dans de tels écrits biographiques, nous vous le demandons sincèrement. Sans oublier les informations en provenance des somnambules et des médiums dans une énorme erreur cognitive, puisque de nos jours la majeure partie des gens pensent que ces Illuminati se parlent à eux-mêmes en état second et font naître dans l'espace, que des esprits artificiels que l'on nomme de nos jours des égrégores et rien d'autre malheureusement. Le plus stupéfiant dans tout cela c'est que ces personnes pensent sérieusement encore de nos jours en toute naïveté, qu'ils communiquent avec l'au-delà, ce qui n'est prouvé par aucun phénomène reconnu par nos scientifiques de renom, sinon ce que l'on appelle le psychisme dans son ensemble, et ne le sera jamais jusqu'à la fin des temps, en étant désolé pour les scientologues spirites qui se donnent bien du mal encore de nos jours, avec le peu d'adeptes encore existants pour expliquer l'impensable. Tout ce que nous savons sur ce que nous nommons de nos jours, un ou des égrégores, notamment concernant le spiritisme, un mot presque nouveau en ce début de XXIe siècle, nous dirions que les égrégores ne sont malheureusement que des esprits artificiels, créés par la pensée collective dans le cours d'une réunion ou d'une assemblée traitant d'un même sujet, et d'un même objectif de communication avec les trépassés et donc, finalement ce phénomène psychique n'est que le produit de notre propre cerveau, qui est limité aux protagonistes qui composent le cercle et rien d'autre, surtout pas nous venant de l'au-delà, sinon ça se saurait et les scientifiques valideraient ceci, ce qui est loin de l'être naturellement. En clair, le spiritisme égrégore communautaire, si on peut l'appeler ainsi, créé par les pensées collectives du groupe en présence au moment des invocations, n'est qu'un outil pour l'introspection, pour l'auto-analyse de soi-même, et parfois même des choses qui ne nous font pas plaisir, et finalement dans ces réunions, le spiritisme ne sert absolument à rien, et n'a surtout aucun intérêt, puisque c'est le produit de notre conscience liée avec notre subconscient, ces deux éléments qui évoluent un peu à leur guise, et rien d'autre malheureusement, surtout pas d'entrer dans le monde des esprits et de l'au-delà. Quelle idée tout de même! C'est pour cela que nous disons que pratiquer le spiritisme est du masochisme mental, une autoflagellation et une automasturbation intellectuelle, pour s'autosatisfaire avec des réponses qui nous font généralement plaisir, qui nous rassurent uniquement, ce que nous pourrions comprendre chez certains individus fragiles et rien de bien transcendant dans tout cela, en fait une perte de temps dans notre vie que nous pourrions utiliser à d'autres choses de bien plus importantes pour l'humanité, et nous voudrions dire aux adeptes de ce mouvement, qu'avant de se pencher sur une telle scientologie qui ne s'appuie sur rien de bien sérieux, ne valait-il pas mieux pour eux avant de s'engager dans cette voie occulte, de connaître avant toute chose le curriculum vitae complet de l'individu qui propage la soi-disant bonne nouvelle, de façon méthodique, c'est-à-dire en vérifiant soi-même les informations dans les archives nationales de France, et non faire confiance à des écrits biographiques ésotériques, comme ceux de Henri Sauce, André Moreil, Jean Prieur etc., des écrivains qui mériteraient largement de nos jours,
la mise en examen pour imposture ou plagiat, et qui ont conduit avec leurs écrits, certains faibles d'esprit à des années-lumière de l'évidence, dans un état d'apesanteur et surtout en pleine dérive cognitive, aux confins de la vérité la plus absolue, à l'opposé de la bonne foi et de la sincérité. Enfin voyons. Allan Kardec, ce petit instituteur bourgeois de base sans aucun diplôme dans le domaine de l'éducation, qui ne faisait que des cours de soutien seulement quelques heures par semaine dans son institut rue de Sèvres à Paris, qui dut rendre un jour les clés de son établissement pour incapacité totale, mais également pour transgression relative aux règles déontologiques de cette profession et ainsi quitter définitivement le monde de l'enseignement, qui fit ensuite bon nombre de métiers très éphémères et sans grand succès pour lui, à cause de son manque de sérieux et de crédibilité aux yeux des grands artisans et des grands dirigeants d'entreprise, dans ce siècle dit de l'Europe pourtant très accessible en matière d'innovation, de ses trop nombreuses fréquentations avec le monde des somnambules et des magnétiseurs en toute naïveté, ce qui lui fit perdre ses facultés morales et de discernement, son trop grand goût pour les voyages ahurissants mais également son addiction pour les jeux d'argent dans les casinos qu'il fréquentait en compagnie de son oncle François Duhamel, qui s'était baptisé un jour le codificateur du spiritisme, et qui s'était proposé d'être la troisième personne de la Trinité en son temps, même si on peut lui reprocher sa terrible manœuvre, à savoir qu'en qualité de régisseur de théâtre, il connaissait tous les secrets des magiciens concernant le fonctionnement des tables tournantes, sautantes ou en lévitation sans rien dire à son entourage. On peut cependant lui accorder un certain crédit à sa décharge parce qu'il n'était pas un homme de science, juste un homme de divertissement, et nous pouvons dire qu'il s'est complètement planté au milieu du XIXe siècle comme tant d'autres d'ailleurs, même des grands esprits de cette période dans laquelle les gens rêvaient d'un monde meilleur au lendemain des guerres de coalition. Ce personnage qui s'était fait un jour, prophète et moralisateur du spiritisme avec un modèle complètement erroné, n'avait pas pris en compte et en réalité le phénomène des égrégores, ou si vous préférez, ces esprits artificiels nés d'une pensée collective lors de réunions ayant un même but, très bien expliqué aujourd'hui scientifiquement parlant dans le domaine du psychisme, que peu de personnes en connaissaient la moindre existence à cette époque. Reste une question concernant un certain nombre de personnes plus ou moins connues, qui se sont lancées tête baissée dans ce précepte, contrairement à aujourd'hui où beaucoup moins d'individus même célèbres, n'adhéreraient vraiment à ce mouvement. Pourquoi cette passion folle pour le spiritisme ? Les réponses sont nombreuses, l'époque s'y prêtait, on y croyait. Dans cette moitié du XIXe siècle, on cherchait à répondre à l'angoisse de l'existence, mais aussi à l'anxiété de ce qu'il pourrait se passer au-delà du miroir de la vie, en se persuadant par différents phénomènes tout nouveaux et inexpliqués pour cette époque, que la mort ne serait pas une fin. On commençait aussi à maîtriser l'électricité qui permettait de faire apparaître ce que l'on prenait pour des visions. Tout s'est brouillé entre croyances diverses, progrès scientifiques et phénomènes de foire. Ce serait là, l'une des nombreuses clés du mystère de Kardec. Même si le chemin est encore long pour arriver au 8e commandement de Dieu, depuis quelques années de très rares conférenciers spirites commencent à remettre au goût du jour une plus vraie biographie de ce personnage, qui ressemble à la nôtre comme par enchantement, mais ils ont encore leurs propres interprétations concernant les faits, les dates précises, les activités réelles d'Allan Kardec, et commettent encore bien des erreurs, et nous voudrions leur dire de faire très attention de ne pas dire encore n'importe quoi, au risque d'être à nouveau montré du doigt, et que peut-être le diable se cache dans les détails concernant la biographie complète de cette famille Rivail et Duhamel. Mener une enquête rigoureuse et précise, peut nous amener à éclairer certaines énigmes, en totalité ou en partie. Mais il existe encore beaucoup d'archives à découvrir sur ce personnage ésotérique. Les indices et les clés de ces mystères sont à chercher dans des livres anciens, dans des bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris, ou dans les sous-sols d'un bâtiment. Parfois, à la lumière d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant les documents, les archives, les témoignages. Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets, et retenez bien que les généalogistes chroniqueurs de notre capitale de France sont toujours en recherche et investigation constante depuis 2017, et toujours à l'écoute de la moindre information nous parvenant de tous côtés, mais si utile pour transmettre la connaissance à l'internaute, pour l'histoire.
Pour finir cette biographie historique mais surtout comparative par rapport aux explications rocambolesques des spirites, une seule phrase nous vient en tête et nous nous adressons principalement à vous chers internautes et lecteurs de passage. Vous ne pourrez plus dire après ceci que vous ne saviez pas. Afin de clôturer cette biographie, nous vous proposons un petit reportage de notre animateur et mentaliste de cœur. Nous voulons bien évidemment parler de Monsieur Cyril Dose, qui nous emmène faire un petit tour au pays merveilleux et fantastique des médiums et des voyants. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue celle-là? Vous voyez Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Je vais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis, hélas, contraint de supprimer une vidéo de ma chaîne. J'ai été la victime d'un groupuscule d'individus malveillants. Non, je déconne. Je m'appelle pas Bruno Charvet. Alors, je vous rassure, on va pas parler de Bruno. Je pense qu'on a fait assez de vidéos sur lui. Je vous avais promis que j'allais m'attaquer à la voyance et je vais toujours continuer un petit peu au niveau de la médiumnité, mais en particulier au niveau de la voyance. Et moi, je suis un homme de terrain. Vous l'avez vu hein, sur Bruno et Chantal. Voilà, on a pu analyser ce qu'ils faisaient, mais voilà, d'un regard extérieur. Alors, vous avez été nombreux à me dire pourquoi tu n'as pas travaillé sur tel ou tel voyant, sur tel ou tel médium. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec Bruno et Chantal, on avait du super support. Une très belle vidéo, j'avais vraiment de quoi pouvoir travailler. C'est pour ça que j'ai travaillé uniquement avec ces vidéos-là et pas d'autres médiums. Mais bon, je suis un homme de terrain, donc je suis magicien et j'aime le contact. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu que la médiumnité ou la voyance, c'est tous pareil pour les uns et les autres. Parce que ouais, j'ai fait une vidéo sur Bono. Ouais, c'est Bono qui est pas bon. On jette Bono. J'ai fait une vidéo sur Chantal. Ouais, c'est Chantal qui est pas bon. On jette. Mais les autres, ils sont bons. Et je vous ai jeté, tout simplement. Été voir le salon de la voyance et de la médiumnité, le plus gros salon d'Europe, où est censé retrouver les meilleurs voyants et les meilleurs médiums. C'est simple. C'est le salon à aller voir, qu'on aille reconnu mondialement au niveau de la médiumnité et au niveau de la voyance. On ne peut pas faire mieux, a priori. Eh bien écoutez, on y a été. En tant que journaliste indépendant, je me suis fait passer pour un journaliste indépendant. Il ne faut pas déconner, hein, je vais peut-être pas payer les séances. Et puis on a été voir ce que ça pouvait donner. Alors, je pense que vous en doutez, le niveau était pas terrible. Dans la voyance, ça partait dans tous les sens, et dans la médiumité. La médiumité, c'est simple, hein, le bullshit, il y avait zéro. Mon phare n'apparaissait absolument pas, il n'y avait aucun message. Ah oui, mais là je suis dans un salon, c'est particulier, il faut venir. En continuation, là je ne vois rien. Alors la voyance, c'était un coup, je vais acheter une nouvelle voiture, je vais acheter peut-être une moto, je vais acheter un appartement, je vais rencontrer quelqu'un. Ah, je vais avoir des enfants dans 3 mois. Ouais, ça partait vraiment dans tous les sens. J'ai fait une grande carrière en tant que journaliste. Vous allez voir, vous allez faire une grande carrière et certainement, là je vois, vous allez même peut-être faire du journalisme, mais
En international, c'est quelque chose qui peut vous plaire en international. Ouais. Là, attendez, non. Après, quelqu'un d'autre me dit, bah, là, je vois que voilà, c'est un tremplin. Pour vous, aujourd'hui, le journaliste, c'est un tremplin. Mais derrière, vous allez trouver quelque chose, une autre voie. Et vous risquez peut-être même demain soit de faire en parallèle ce que vous faites en tant que journaliste et de faire autre chose, ou même d'arrêter le journaliste et vraiment de vous orienter, mais dans un domaine, je vois quelque chose d'artiste, un autre métier, artistique, commercial, peu importe. Donc voilà, je suis un grand journaliste qui n'est plus journaliste. Je suis un propriétaire qui va racheter bientôt. Je suis un célibataire qui va bientôt avoir des enfants dans 3 mois. C'est extraordinaire. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais vous laisser regarder les vidéos. Alors, juste par contre, pour vous dire, ça me fait penser, ça me fait rire. Alors, il y a une partie que je ne pourrais pas mettre sur la vidéo. Il y a une grosse partie parce que j'attends quelque chose. Il y a eu un truc qui s'est fait. Mais si ça se fait, c'est extraordinaire. C'est du débunkage, mais Bruno va dire que c'était ça. Là, si c'est du débunkage, au niveau des médias, là on est large, on est beaucoup plus gros. Je peux rien dire. Je peux rien vous dire parce que c'est pas encore fait. Mais si ça se fait, c'est trop bon. Ce serait génial. Ce serait vraiment trop bon. Mais je dis rien pour l'instant. Je suis encore mis parce que voilà, ce truc a été fait aujourd'hui. Mais voilà, je suis trop content. C'était génial. Je ne pouvais pas mieux rêver pour pouvoir montrer que voilà, le débunkage en direct au niveau des médias, c'est génial. Donc vous verrez sur les vidéos, le son, l'image est pas belle parce que ça a été filmé sur des caméras. Voilà, des stylos caméra, etc. Le son, voilà. C'est pas la qualité qui est importante, c'est le contenu qui est important. Ne tenez pas compte de la qualité et de l'image et du son. Ils sont pourris. Allez, on regarde. Votre épouse ou votre femme, votre copine à la maison avec vous, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Il y a quelqu'un? Je suis quelqu'un dans ma vie, mais on vit pas ensemble. D'accord. Ok, je vais pas le mettre alors. Je vous mets seul, hein. Alors, votre prénom, vous m'avez dit? Cyril. Cyril, votre maman, elle s'appelle comment? Sylvie. Cyril, Cyril, vous prenez les cartes, vous mettez sur vous, mais vous pensez à tout. Vous pensez et demandent qui te disent qu'est-ce que c'est l'avenir. Merci. Vous coupez en 3. La gauche. La main de cœur. Et en 3. Oui, s'il vous plaît. Oh. Vous m'avez dit qui je suis seule, mais ici je vois un bébé, problème d'un bébé. Vous avez un enfant? Non. Vous avez envie de... Il y a un délai pour construire une vie, 3 ans, 6 ans pour vous, ou combien d'années? On va avoir un enfant, mais on ne peut pas en avoir. Mais je vois un problème à mon enfant, mais je vois un enfant. Vous voyez un petit peu? 3 à 6, 3 ans, 6 ans. D'accord? Vous avez pensé à ça au début? Vous avez pensé à ça quand vous avez mis les cartes sur ton cœur?
Vous avez pensé à ça? Non, pas non, du tout. D'accord. Mais dans votre tête, il y a ce problème d'enfant. Dans votre tête. Ah oui. D'accord. C'est comme il est bloqué même par les médecines. Pourquoi? Je vous entends mal, c'est comme je suis à moitié malade, j'entends mal. Oui, même pour votre... Même les médecins étant bloqués complètement par rapport à cet enfant. Elle ne peut pas en avoir. Oui, elle ne peut pas l'avoir, mais ils ont bloqué complètement ce sujet-là. Attends, je vais vous expliquer. Elle ne peut pas le voir, mais vous. Je ne vous cache pas, je vois un amour. Vous allez tomber amoureuse. L'amour, il est là, mais je vois un enfant. Est-ce que vous allez adapter? Est-ce que vous allez le voir? Je vois un enfant. Aujourd'hui, la seule possibilité qu'on a, c'est d'adopter. Je vois un enfant, je ne vous cache pas. Dans votre vie, il y en avait un amoureuse avant celle-là. Vous étiez déjà avec quelqu'un avant celle-là. Et ça ne va pas. C'était mal passé. Dans votre vie, et celle-là, c'était la bonne. Je ne comprends pas. Donc vous n'allez pas rester en place. Vous allez beaucoup bouger. D'accord? Et c'est vraiment un souci, un problème. Vous allez rester comme ça pendant longtemps. Très longtemps. D'accord? Vous allez beaucoup voyager, même vous allez partir très loin. Et vous ne pensez pas acheter un bien ou une maison? Vous avez déjà acheté? J'ai déjà acheté. Vous allez encore acheter? Vous allez encore acheter? C'est possible. Oui. J'ai déjà acheté, peut-être demain acheter. Ah ouais, vous allez encore acheter quelque chose d'autre. D'accord? Il y aura deux biens pour vous. Pendant maintenant que vous êtes jeune. Mais après, je ne peux pas tout dire. Mais il y aura deux biens. Le premier, c'est beau. Le deuxième, il arrive. Vous n'avez pas envie de mettre des choses en location? Pour l'instant, non. C'est pas au bout du jour. Il y aura des choses en location. Vos parents, ils sont là tous les deux? Ils sont là tous les deux? Ils sont partis jeunes? Hein? Ils sont partis jeunes? Non, c'est juste que je ne les vois plus. Et pourquoi? Mes parents ont divorcé, ils se sont mal entendus, on va dire. Ils ont fait chacun leur vie. Mon père a fait sa vie dans le sud, ma mère a fait sa vie ailleurs. Moi, je suis resté pour faire mes études donc, sur l'île. Je vois plus forcément mes parents. On les croise de temps en temps quand je descends pour certains contrats dans le sud, mais sinon je les vois pas. Tu peux couper en trois? On y va? Quel âge vous avez? 34. C'est un garçon très gentil. On le sait. Vous allez acheter quelque chose loin d'ici, là où je suis. Il y a quelque chose loin. Une maison. Est-ce que chez elle, tu as acheté loin? Vous avez acheté une maison? Non, il y aura une maison, mais loin. Regarde, vous voyez, c'est pas maintenant. Une loin, vous avez acheté. Ça peut être à Marseille, ça peut être à Toulouse, ça peut être en Espagne. On n'est pas là où je suis actuellement. Pardon? On n'est pas là où je suis actuellement, pas dans la région, à l'extérieur. Je sais pas. Mais vous allez l'acheter, d'accord? Et je vois, vous allez partir en voyage dans pas longtemps. Vous avez programmé un voyage? Oh, c'est juste un petit voyage, un petit contrat, mais à long. Oui, tu vas partir avec de la joie. D'accord? Problème de l'enfant. Vous allez apprendre, excusez-moi, vous allez apprendre un enfant de péché. Chez nous, on dit comme ça. Un enfant de péché, ça veut dire c'est un enfant qui a été rejeté, qui a été hors mariage. Et tu vas voir des enfants comme ça dans votre vie. C'est une bonne chose pour vous. C'est magnifique. Ça pourrait être bien pour un enfant Bien demain. sûr.
pareil. Non mais juste les cartes, ça te dit comme ça. Hein. Je peux pas dire autrement. Et il y aura beaucoup de démarches à faire par rapport à cet enfant-là. Ça ne sera pas rapide, mais il y aura des solutions. D'accord? Mais je pense qu'il y en aura 2 enfants dans votre vie. Il y aura 2. Et la femme qui vous est avec, c'est une femme blanche de peau. Si vous tentez, jeune homme. Je peux battre les cartes? Oui, on reste toujours jeune. Moi, je suis le secrétaire de Nora, voilà. Et c'est Nora qui voit. Et c'est vous. Vous avez une question en tête qui vous préoccupe en ce moment? Pensez à quelque chose. Vous dites juste si c'est cœur, amour, travail, argent. Journaliste, on dit travail. Travail. Vous coupez, hein, je crois, non? Je laisse Nora maintenant. Oui, couper avec la main gauche. Voilà. On fait de la télé, c'est pour ça qu'on est un peu. On s'amuse. Ouais, c'est les journaux. Vous, c'est le journal, c'est l'écrit? Voilà, et puis vous retirez une carte déjà. Bonjour, Une monsieur. carte. Oui, Marc-Angèle, c'est moi. Pour vous donner des ailes. Vous voyez? C'est l'argent. Vous voyez là-bas. Ah, bon, bah c'est bien. C'est côté financier, donc il parle de travail. Donc, Bien, hop, photographiez la carte. C'est votre avenir, il est là, sous les liasses. Après, vous pouvez reprendre une autre. On va retirer. Parce que qui dit indépendant dit aussi pouvoir subvenir et vivre de votre Vous voyez? activité. Quand vous êtes indépendant, vous ne travaillez pas pour un journal, vous travaillez pour plusieurs journaux. Ouais. Oui, vous êtes en free, Surtout, oui. le directeur, c'est un homme. Oui. Et ben voilà, il est là. Oui, non, mais vous travaillez d'abord pour vous. Vous travaillez pour vous livrez. Oui, mais vous livrez votre travail. Vous leur livrez. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, moi je leur donne un article. Oui. Si ça leur plaît. Voilà, et oui, c'est ça, oui. Mais à la base, vous travaillez quand même pour vous. Parce que c'est le fruit de votre travail, oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours. C'est le métier d'indépendant. Ouais. Et comme le prix de la liberté, il y a toujours un prix à payer, c'est pas toujours facile. Hein, Vous pouvez retirer une deuxième. Qu'est-ce qu'il nous dit, le vieux monsieur, là? C'est lent, la lenteur, bah non? ouais, on voit qu'il pense beaucoup, en tout cas, le côté financier. Hein. Il y a le côté financier qui ressort. On a des projets, peut-être financièrement, vous avez des projets. Vous voulez mettre en place. Mais là, pour l'instant, on n'a pas. Il n'y a que 2 cartes. Donc, il faut qu'on retire. Voilà. Au printemps, il y a des choses peut-être qui bougent ou des propositions qui ressortent. Ouais, c'est joli. Ouais, ouais, printemps, un homme lié au financier. Donc peut-être qu'il y a des propositions à cette période-là. Elle les a créées, hein. C'est Nora qui a créé le jeu. Il y a trop de monde, non? Voilà, puis après vous pouvez retirer une autre, une quatrième. Il y a plus de monde au café que dans les stands. Ah oui. J'ai voulu voir à l'extérieur, c'est fermé. Vous voyez, il y a un soulagement, la paix. Ah. Quelque chose de positif en tout cas. Pour l'instant, il y a des choses positives qui peuvent bouger une période de printemps. Après, ça reste la saison. Parce qu'on ne peut pas définir le temps. C'est très compliqué le temps. Parce que si on connaît le temps, on peut changer notre vie comme on veut. On n'est Depuis pas combien des de temps dieux. vous êtes indépendant? 2 ans. Voilà. Vous êtes de quel signe? Sagittaire. Ah, Sagittaire, c'est bien. C'est un curieux. Le Sagittaire est curieux, donc il se nourrit d'expérience, donc ça peut même élargir. Il voit loin, si vous voulez. Il ne s'en tient pas qu'à son seul périmètre. Il peut bouger, voyager, se déplacer, vendre aussi ses projets à des pays francophones, les traduire, les diffuser, utiliser plein de supports. À l'extérieur, Là, on m'a dit attention, peut-être voir à l'étranger. Ah bah oui, bah oui. Pourquoi pas? Ouais. Si vous voulez, vous pouvez retirer, on peut recouvrir après. Hein. C'est vraiment On peut recouvrir. Oui, recouvrir. On l'avait sorti. très très Voilà. sympa. Il y a eu des déceptions dans le passé. Vous avez connu un changement de poids? Un changement De poids? de poids? Oui. Votre poids a changé à un moment donné ou vous êtes toujours resté le même? Non. Vous n'avez pas eu à un moment un changement? Le ventre, peut-être. Non, mais à des moments, on peut être pas bien au fond de nous et on se dit, ah bah tiens, j'ai pris du poids, ou bien j'ai perdu trop de poids. Moi, j'ai ma fille, elle est très mince, elle n'aime pas. Vous voyez? On peut être à un moment pas bien. Oui, que le corps réagisse. Le corps, en fonction de ça. par Ah, rapport à d'accord, ça. à réagir, parce que je suis intolérant au lactose. Ah, intolérant au lactose. Donc, voilà. Oui, ça joue, Peut-être oui. ça. Ah oui. Je me faisais des fois. Donc il faut Le faire poids attention. n'évolue pas, mais par contre, c'est. Voilà, Donc c'est c'est le yaourt.
Pas de yaourt, pas de fromage, Ah, faire attention. pas de tout ce qu'il y a. Voilà, donc il y a quelque chose de libre. Moi, je me demande si j'y suis pas, parce qu'à chaque fois que je prends le fromage fondu, Bah, ils tu sais, disent les qu'il faut faire gratins, les attention trucs, à maintenant. chaque fois ça me rend malade. Les pâtes au grillage, Ah ouais. Alors, le poids, il n'a pas évolué, mais par contre, oui, on va. Oui, donc on doit faire attention. Puis si on prend un peu, on n'est pas bien. Ouais. Mon ventre va être gonflé, je vais avoir des vibrations. Voilà, donc c'est ça. Peut-être qu'il y a eu une période où vous avez été un peu stressé. C'est toujours le cas. Ah bon. Donc vous pourrez mettre, il reste encore 3 cartes à mettre dessus. Voilà. Il y a signature d'un achat d'un bien. De quoi, D'un bien immobilier ou un achat. Il y a signature aussi de contrat, vous voyez, contrat signé. Vous voyez, tout à l'heure on a parlé de contrat, là il y a signature de contrat, mais il peut avoir aussi un achat immobilier. Dans le futur. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de vos projets, d'investir pour un bien. À l'heure d'aujourd'hui. Pas tout de suite, hein, c'est des prédictions, hein, mais dans le futur il y aura un achat, puis il y a une signature de contrat pour moi. Vous n'avez pas été déçu par un contrat? Je devais signer un gros contrat. Ouais, mais avec qui n'a pas été fait? Une grosse édition, un Fixe. gros journal, et ça s'est pas fait. Bah, ça s'est pas fait, voilà, donc c'est ça, il y a eu une déception par rapport à un contrat. Oh, ils se sont enchaînés. Voilà, donc c'est ça. Encore Ça, je une disais. Deux Encore 2. Il y a eu un changement de direction. Voilà, donc c'est ça. Parce qu'il y a eu une déception sur un contrat. On a perdu la maison mère du Croix Picard sur Amiens. Ouais. D'accord. Donc là, vous êtes en immeuble, l'appartement? Oui. Ouais. L'appartement. Puis là, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous ressentez beaucoup les choses, vous n'avez pas toujours un bon sommeil le soir, et vous êtes marqué par un manque de votre père. Non, c'est pas faux. Donc c'est ça. Tu le vois le père. Et moi, je vous dirais juste qu'il faut que vous, Non, mais il est où? faut Ça, que vous c'est- trouviez votre équilibre entre Je le mets où dans mon journal? Il est où? Je vois pas. Ça, c'est la carte de l'intuition. vous trouviez votre équilibre entre ce que vous écrivez et ce que vous cherchez derrière. Et là, C'est-à-dire par pourquoi- quatre. Moi, je le fais pour ça. Pourquoi vous, c'est-à-dire entre trouver l'équilibre Mais moi, entre ça, c'est comme ce que vous réalisez et votre nom. Parce qu'il y a un truc entre, il y a un nom que vous voulez, il y a une signature que vous voulez, et c'est dur des fois de trouver le. Et comme ça, tu lis comme ça. Qu'est-ce qui est le plus Après, tu peux important? lire Est-ce comme que ça. c'est l'écrit, enfin, est-ce que c'est le travail réalisé ou est-ce que c'est celui qui l'a. Vous voyez, est-ce qu'on a identifié celui qui l'a réalisé? Il y a une partie chez vous, il y a une partie de vouloir être auteur aussi, l'auteur, qu'on reconnaisse l'auteur. C'est pas facile à trouver le. En même temps, ça fait pas Journaliste, on connaît pas. Bah c'est ça, oui. Mais il y a un truc en vous qui, je pense que. On fait pas attention à ce qui est écrit, on fait attention Oui. à ce qu'il y a dedans. Mais il y a un truc en vous qui veut quand même que l'auteur un jour soit reconnu. Pas tout de suite, ça peut être dans 10 ans, mais être à l'origine. Ça peut être par un travail plus personnel, un truc plus. D'avoir votre propre signature, voilà, qu'elle soit un jour, que la plume soit reconnue. Vous êtes complémentaires si j'ai bien compris. Oui, c'est pour ça qu'on est en binôme. On a fait des émissions ensemble. Ouais, ils sont top les deux. Donc vous faites donc les cartes. Donc, c'est Bah, j'ai les bien cartes, compris, vous avez fait en fait, votre- c'est moi qui ai fait le jeu, mais les cartes pour moi, ça reste qu'un support. Parce que à la preuve, quand je vous ai dit ça, c'est aussi le ressenti aussi. Et votre interprétation, c'est la carte en elle. Parce que moi, Ah non, c'était hier. à l'âge de 6 ans, je voyais l'au-delà. En fait, ça a dominé aussi ma famille. Ma famille, elle est comme ça. Donc les cartes, pour moi, ça reste qu'un support. Parce que demain, j'arrive chez des amis, je ne prends pas mes cartes, je vais leur dire des choses, mais sans carte. La carte, ça reste pour développer un peu plus. Mais sinon, on n'a pas besoin. En tout cas, mais vous voyez, souvent parlant. Vous cherchez le papa, il est là, hein, le papa. Il faudra le raser un petit peu. Oui. Oh, il n'y a pas d'eau, c'est le fond là. Tiens, madame. Vous ne connaissez pas Nora? Vous ne nous connaissez pas? Oh là là, moi je pleure. Regardez pas l'émission sur EDF1 sur la voyance, c'était voyance? Je peux Vous regarder? lisez Femme Actuelle? Non plus. Oh bah alors. Ah bah alors. Désolé, c'est terrible. Parce que Nora elle est sur IDF1 et moi je fais les horoscopes de Femme Actuelle. Quand vous allez chez le coiffeur. Même pas. Ah, dis donc, ben, allez hop, même pas. Non, je vais vous dire pourquoi je touche à aucun magazine, Pourquoi c'est des conneries, ni non chez les médecins, ni... C'est bien Femme Actuelle, mais vous pouvez regarder sur l'ordinateur. Alors, Oui, mais le problème c'est que tout le monde y touche, et après, ben, le problème thème, c'est faut que votre thème de naissance. si vous avez Alors, là, il y a un comment ton problème, prénom ben, vous le Loïc, récupérez. Loïc, il a tiré une carte Nora, si tu peux le. Parce que c'est le jeu de Nora.
problème de transport, voiture. Il y a le permis? Non, c'est bon, il est bon. Donc, il y a des petits problèmes, peut-être changement de voiture, un petit souci avec une voiture. J'espère pas. J'espère pas non plus. Je ne sais pas si vous avez Non, c'est là, la voiture. Oui, c'est mais peut-être que vous voulez changer, peut-être. Il y a un changement. Ou alors ça peut être un voyage, non, aussi non? Un déplacement. Oui, un déplacement, c'est possible. Un déplacement, peut-être il y a beaucoup de trajets qui fait, mais après une carte, il faut plus de cartes. Ou alors tu vas devenir chauffeur routier. Il doit faire son passeport. Il doit faire son passeport Oui, ça, pour je faire dois son faire mon voyage. passeport. Alors, C'est un rappel à l'ordre. c'est un rapport. Fais ton passeport. Et alors C'est pas son Claude? passeport. Claude, elle avait pleuré là. Et là, oui, on n'a pas été bien, et peut-être vous avez aussi connu, comme j'avais vu tout à l'heure, un changement de poids. De poids. De poids. Vous n'avez pas connu un changement de poids à un moment donné? Ça peut être dans le passé. Hein. Non, enfin. Mais on voit qu'il y a eu une période où vous n'étiez pas bien. Mais c'est passé, rassurez-moi. C'est passé. Hein. Ah oui. C'est ça qui compte. Et madame, c'est comment votre prénom? Annie, Annie. vous avez des déceptions par rapport aux connaissances, amitiés? Vous avez un visage de petite fille, Annie, vous avez des yeux de petite fille, je retrouve je vois votre enfance dans vos yeux. Vous êtes de quel signe? La balance. Ah bah voilà, signe d'air. Ce sont des femmes désobéissantes, les femmes balances. Elles font oui avec la tête, mais avec le cœur. Elles, Ah non, 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 je sais ce par que je veux. amour, vous n'avez pas désobéi par amour? Ah non, Ah oh, les gens, c'est bien. non, non. Et l'ascendant, il compte peut-être. Ah oui, vous connaissez votre ascendant? Oui, bélier. Ah dis donc, l'air et le feu. L'air attise le feu. Heureusement que j'ai le bélier derrière. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, Là, c'est Annie? les connaissances, les amis. Donc peut-être que vous pensez beaucoup. Après, une carte, c'est pour moi, il faut plus une carte pour interpréter. Vous avez beaucoup de copines? Vous avez été, de oui, moins peut-être en ça. moins. Ah, bah après, peut-être que voilà, peut-être que vous pensez beaucoup. Alors, alors, je vais poser une question parce que moi, j'ai eu le flash. D'accord. Est-ce que c'est pas la retrouvaille Ah oui, avec c'est mes pas ça. enfants? Ah, c'est joli ça. Parce que ça fait plus d'un an et demi qu'ils me font la tête et je n'ai plus du tout de nouvelles. Et quand j'ai vu la carte, c'est ça que j'ai Il ressenti. n'y a pas eu. Vous avez un garçon? J'en ai deux. Il y en a un qui est avec une femme. Ah ben, ils sont... Parce que vous avez un garçon qui se fait un peu monter la tête par une femme. Oui, bah, oui. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus la femme qui a monté la tête à votre Bah, garçon pourtant- qui a changé. Non. Sinon, votre garçon, il vous aime. Mais c'est juste que quand on est amoureux, on écoute un peu notre partenaire. Bah, pourtant, elle a été une bonne avocate, elle. Ma belle-fille. Je pense que. Oui, mais elle moi, a je plaidé la ressentais cause à un de son moment. couple. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Enfin, Vous avez un beau garçon. Vous savez qu'il y a un peut-être proverbe, que vous savez ce que dit le femme, proverbe? elle regarde Si lui, tu qui lui maries monte la tes tête, filles, tu achètes Ça des arrive. chaises. Si tu maries tes fils, tu vends tes chaises. Parce que les filles, elles vont ramener ah bah, souvent ma Fais fille, attention. j'ai plus du tout Tu de maries nouvelles. tes fils. Bon, enfin, moi j'écoute mon flash. C'est bien que vous ayez cette intuition, ouais. Parce que ça vous a parlé. Et... Bah oui, Elle doit le vu pousser. que, Faites voir votre vu que je suis médium aussi. portrait. Jeune fille de bonne famille. Tiens, vous avez quelqu'un, vous avez perdu quelqu'un de proche? De nombreuses fois, l'année dernière, en mars. C'était pas une figure maternelle. Je l'ai connu, j'étais jeune. Ouais, c'était presque une jeune fille, mais il était plus cher qu'une amie, certainement, et puis il m'a accompagné de ma jeunesse jusqu'à ma 26e année. C'est ça, ouais, parce que je vois une femme là tout de suite, ça m'a parlé quand je vous dis, ouais, je vois une figure maternelle, il y avait presque un côté très féminin en fait. Bah, c'est pas un homme, c'est ça. On l'avait un tout petit peu privé, ouais. Et il y a eu comme un choc, quelque chose d'assez, pas forcément rapide, mais ça a été assez Et brutal. ben, pour devenir féminin, il a eu un choc pour le coup, Ouais. c'est brutal, et ça lui a permis d'avoir une belle et longue vie. Mais par contre, il est plus là aujourd'hui. Ouais. Il est parti. Il y a comme un traumatisme. Il s'est quand même trouvé avec les reins à trembler très fort. Hein, quand je vous dis, ouais, j'ai vu un truc super brutal. Alors, Ouais. j'ai pas dit un accident. Mais alors, Mais il est parti. Ouais, mais par contre, il y a eu quelque chose d'assez brutal sur l'instant. moi, il m'a semblé que lui-même, il était surpris. Ouais, c'est ça. Dans C'est ce qu'il est en train de me dire. Ouais, je vois quelque chose d'assez rapide entre guillemets. Ouais. Et par contre, c'était quelqu'un qui te poussait. Il te poussait pas mal. Et toi, tu le poussais aussi. Exact, ouais, il m'a accompagné tous les jours, pour le coup, du matin jusqu'au soir, sauf quand j'étais au boulot. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Là, je le vois, moi, lui,
Il dit, voilà, Et il m'acceptait sans avoir à ni me forcer à changer de voix non plus. Hein. Non, non, il t'acceptait comme t'étais. Il disait, voilà, reste comme t'es, mais par contre, voilà, il te poussait, mais au meilleur de toi. Ouais. C'est ça. Le rapport, ouais. Et alors je cherche son nom, alors, je cherche son nom, je sais pas si c'est un D, pas un D, un A, son prénom, je cherche. Ouais, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai du mal à entendre. C'était quoi son prénom? Alors c'est le prénom d'un roi, et ça fait référence à tout ce que les enfants aiment regarder comme conte quand on a envie d'appeler un de ses compagnons de ce nom-là. Ouais, alors moi je pensais, j'avais un nom, mais un peu comme, c'est un peu comme pas comme les rois, mais c'est un peu comme David, quelque chose un peu conquérant. Oui, tout à fait, évidemment, c'est sûr. Et c'est en Swahili. En Swahili, la langue. Ouais, parce que le problème c'est que moi la langue, ouais, j'ai du mal, mais moi il m'a, tu vois, j'ai dit D, parce que ça m'a fait penser tout de suite à David, mais c'est le côté conquérant en fait, donc le côté roi. Ouais. Et ben alors c'était un roi, mais il s'appelle Simba. Ah, ouais, ok. Ouais, j'aurais pas. C'est sûr, c'était le roi des lions, ouais. Ouais. Voilà. Si tu devais me donner une note entre ce que j'ai, on va dire si j'étais un mauvais ou un bon médium, tu m'aurais dit. Plutôt agréable. Et comme tu poses des questions de telle manière à soulager les personnes, et ben t'accompagnes les personnes avec au moins une note de 8 sur 10. Ah, c'est bien, c'est gentil, je suis content. content. L'infini, ouais. Ouais, c'est cool. L'espace qui résonne entre deux cœurs bien en vie. Mais ça, je t'aurais pas dit que j'étais magicien, je t'aurais dit, bon là je suis médium, je t'ai fait un truc. Ouais, ça aurait pu être tout à fait ça aurait pu être la tienne, ouais. Complètement. Alors qu'est-ce qu'on peut au final retenir de ce salon et des différentes consultations que j'ai pu faire? Pas grand chose. Au niveau de la médiumnité, bullshit, zéro. Et au niveau de la voyance, bon étonnamment, c'est pas aujourd'hui que j'apprendrai quelque chose sur mon avenir, hormis les seules affirmations que j'ai pu effectivement fournir moi directement. On était effectivement sur des réponses la plupart bateaux. Vous avez une trentaine d'années, vous allez bientôt être propriétaire, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Très classique. Donc les seules affirmations que j'ai données, ce sont les miennes. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, on sent quand même que chez certains voyants et médiums, il y a un côté bienveillant. On sent que la plupart des gens sont sincères et qu'ils croient en ce qu'ils font. A contrario, on sent effectivement que sur certains, une forme d'ego, une forme d'amusement, et on sent effectivement qu'il y a une forme de profit derrière. Quand on voit effectivement que la plupart des séances tournaient entre minimum 80 à plus d'une centaine d'euros pour la petite séance d'une demi-heure, je suis largement, je confirme que c'est un business des plus lucratifs, et c'est vraiment de l'escroquerie. Vendre des réponses qui ne donnent pas de réponse derrière à plus de 130, 150 euros la question, sincèrement, c'est du charlatanisme. Ah, j'ai oublié de vous dire au revoir. Je vous dis au revoir, mais je vous dis au revoir avec Luna. Dis au revoir, Luna. Les chats noirs. Méfiez-vous des chats noirs. Ils sont dangereux. Allez, salut. Bye bye. Oh, ma mère. Oh, t'es gentil. Oh, ça, c'est un chat gentil. Oh, lolo. Hein? Oh, tu aimes ton papa. Hein? Oh, oui. Oh, non. Et des câlins.